bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag, votre voyage à travers les arts et les spectacles. Aujourd'hui, nous recevrons une jeune artiste américaine qui s'inspire de la destruction dans tous ses aspects pour retranscrire l'idée du souvenir et de la mémoire. Un travail très intéressant qui fera l'objet d'une exposition cette semaine en Israël. Puis, de Vérone à Homs, vous découvrirez une toute nouvelle version de ce classique de Shakespeare, Roméo et Juliette, qui est représenté dans un centre d'accueil pour réfugiés syriens. Enfin, la scène musicale arabe bourgeonne. Le Moyen-Orient est mis en vedette au Printemps de Bourges avec des musiciens en tout genre. Vous verrez qu'il n'y a pas que la French Touch qui vous fait danser sur les rythmes électro. Cette nouvelle scène arabe s'impose à Bourges. Le Moyen-Orient est enfin en vedette cette année au Printemps de Bourges avec du rock libanais, du hip-hop palestinien ou encore de l'électro égyptienne et libanaise. Rencontre avec les artistes. Véritable star au Caire, il commence à sillonner les scènes européennes. Le groupe Islam Gypsy décolle à la suite de la révolution égyptienne. Musique de rue, il y a encore 5 ans, leur trance électro teintée de musique orientale fait danser tout le monde arabe. La musique des jeunes aujourd'hui, c'est cette musique-là, l'électro-shabi. Il y a eu de vraies questions de classe sociale au début de cette musique. Tout le monde disait, c'est de la musique de ghetto, de la musique de pauvres, des classes inférieures et tout ça. C'est le coup de projecteur du festival cette année, présenté au public français des groupes méconnus de ce côté de la Méditerranée. Une idée qui faisait son chemin depuis quelques années. On voyait émerger toute une scène extrêmement créative et talentueuse dans les pays du Moyen-Orient, en Liban, en Turquie, dans toute cette région-là. Et effectivement, on se rendait compte que ça correspondait aussi au printemps arabe qui a réveillé la jeunesse et qu'à partir du moment où ils ont quitté les rues, il leur a fallu un autre terrain d'expression et que ça a été vraiment la musique. Un succès sur lequel surfe Sari Moussa, lui aussi invité à Bourges. Ce DJ fait danser les nuits libanaises depuis la fin des années 2000. En 2014, il sort son premier album et constate que la scène électronique arabe s'exporte bien. Les gens qui viennent du Maroc ou bien de l'Égypte ou bien de la Syrie écoutent bien ma musique ou connaissent ma musique. Même chose, vice-versa, pour quelqu'un du Liban ou pour moi qui écoute la musique de quelqu'un qui vient de l'Égypte. Et donc, il y a ce mouvement, mais ce n'est pas aussi développé que j'aimerais que ce soit. Pour faire connaître ses créativités nouvelles, le Printemps de Bourges a fait venir 8 groupes moyen-orientaux à découvrir jusqu'à mercredi. Noa Yekutieli, bonjour. Vous êtes une artiste américaine qui vivait en Israël depuis son plus jeune âge et vous vous décrivez comme une chercheuse de mémoire qui s'exprime grâce à l'art visuel. Votre travail porte beaucoup et pose beaucoup de questions, notamment celle du souvenir et comment il a été transposé dans nos réalités. Bienvenue. Dans votre travail, vous traitez beaucoup de la destruction, du désastre. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans ces sujets ? J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet par les catastrophes naturelles. J'ai continué à le développer avec les désastres réalisés par les hommes, puis en mettant en évidence les similarités entre les deux, l'impuissance que l'on a dans de telles situations et ce qui nous a amenés à nous retrouver dans ces situations. Je crée une sorte de destruction bien différente de celle que l'on peut voir habituellement, celle qui peut se produire en une seule seconde. Toute une ville peut se transformer en un tas de ruines en un rien de temps. En ce qui concerne le découpage de papier, le processus est très long pour comprendre comment nous sommes arrivés à telle ou telle situation et ce qu'on peut y faire. Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches sur les grandes catastrophes naturelles qui se sont déroulées dans le monde ? Dans mes précédentes expositions, j'ai surtout traité le sujet des catastrophes naturelles. J'ai donc évidemment effectué des recherches sur les catastrophes naturelles qui se sont produites au cours des 100 dernières années dans le monde entier. Dans ma dernière exposition, je me focalise plus particulièrement sur les catastrophes humaines, des désastres que l'on doit aux hommes, notamment récemment en Israël et à Gaza. Oui, vous le dites, votre dernière exposition traitait de l'opération Bordure protectrice, la dernière intervention militaire israélienne contre le Hamas. C'est la première fois que vous traitez donc de la destruction par l'homme et non la destruction naturelle. Vous vouliez apporter un message un peu plus politique à votre travail ? Je
Je pense que tout ce qu'on fait a un aspect politique. Ce n'est pas plus politique que les autres sujets que j'ai pu traiter. Je pense que c'est plus pour montrer ce qui a été fait des deux côtés. Je pense que la destruction est un point commun entre ces deux parties, et tant que nous continuons d'observer et d'apprendre quelque chose de ce qui s'est passé plutôt que de le mettre de côté et de l'ignorer, ça veut peut-être dire qu'il y a la possibilité de communiquer, de se comprendre, peut-être qu'il y a un espoir de construire ensemble une nouvelle réalité. Et il y a une raison particulière qui vous fait travailler avec le collage pour traiter ce genre de sujet? Si vous changez de sujet, vous changeriez de matériel, de support? Oui, je pense que pour moi, le fait de travailler avec le papier, le découpage, le collage, commencer par un matériau palpable, concret, et y faire des trous et ajouter des espaces négatifs pour chaque moment passé, parce que mon travail a beaucoup à voir avec la mémoire. En fait, l'absence du moment crée les images. Et puis il y a aussi la question du temps, parce qu'une fois que quelque chose est coupé, on ne peut pas revenir en arrière. Ce sont comme les cicatrices et les expériences que l'on doit traverser dans la vie. Alors on peut retrouver toutes ces œuvres dans ce livre, magnifique livre qui s'appelle donc While They Were Moving, They Were Moved. Pendant qu'ils étaient émus, ils ont ému. C'est donc un magnifique livre qui s'accompagne aussi d'un essai, des lettres de l'auteur Sarah Shiloh. Quel rôle a joué cette collaboration avec elle dans votre art? Je connais Sarah Shiloh depuis des années. Nous nous sommes vus il y a quelques mois, je lui ai montré mon livre et une conversation très intéressante s'en est suivie. Nous nous sommes mises à nous poser la question, qu'est-ce qu'une histoire vraie? Les lettres qu'elle a écrites sont les lettres d'une personne fictive. En fait, c'est à la fois fictif et réel, parce que je pense que nous sommes constamment influencés par ce qui se passe autour de nous. Il ne s'agit pas forcément d'expériences personnelles, ça peut être quelque chose que l'on a vu dans notre entourage ou que nous avons vécu par le biais d'une tierce personne. Les lettres sont très intimes, très personnelles, mais dans le même temps, on ne sait pas exactement qui est la personne qui les a écrites et comment ces expériences ont influencé son dialogue dans le livre. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Le livre sort le 30 avril à la galerie Gordon 2 aux côtés de mon exposition solo et ensuite vous pourrez vous le procurer sur mon site internet. Merci beaucoup Noa Ekutsieli et voilà donc ce livre vous pouvez le retrouver très bientôt sur donc votre site internet et dans cette galerie Gordon 2. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cette interview enregistrée un petit peu plus tôt dans nos studios. Roméo et Juliette, où l'amour envers est contre tout et contre tous. En Jordanie, une adaptation du chef-d'œuvre de Shakespeare a été présentée dans un centre d'accueil de réfugiés syriens. Sauf que tandis que Roméo est un enfant de 12 ans réfugié en Jordanie, Juliette, elle, vit dans la ville assiégée de Homs, en Syrie. Mais grâce à Skype, eh bien, leur amour franchit les frontières. David Combin. Ici, point de balcon et de rideaux en velours. La représentation est donnée sur le toit d'un immeuble transformé en hôpital pour réfugiés syriens. Nawar Moulboul, un homme de théâtre syrien, a adapté Roméo et Juliette. Mais cette fois-ci, les comédiens sont des enfants. Roméo s'est réfugié en Jordanie et Juliette, elle, est restée en Syrie. Miracle technologique, Skype permet de maintenir leur amour. Le théâtre, un espoir pour ces enfants victimes de la guerre malgré eux. Cette pièce a donné beaucoup de perspectives et de force aux enfants. Ce qui paraissait impossible ne l'est plus. Nous savons que nous pouvons tout envisager. Ça a donné de l'espoir. Grâce aux enfants syriens, il est possible d'envisager une vie meilleure pour la Syrie. Ibrahim, 12 ans, incarne Roméo en 2014. Sa famille et lui sont touchés par un bombardement. Sa mère et ses 3 frères sont tués. Lui survit, mais il est blessé à la jambe et opéré à 3 reprises. Avec ce rôle, il se sent investi d'une mission. Naturellement, j'avais un bon sentiment quand je jouais, mais je me sentais mal aussi. Les enfants qui sont assiégés ne sont pas concernés par tout ce qui s'est passé. Je suis heureux d'avoir pu envoyer notre message au monde entier. Juliette, 14 ans, donne la réplique à Roméo depuis la province de Homs. Même si sa ville est assiégée, cela ne l'empêche pas de jouer. Pour des raisons de sécurité, elle est voilée et son visage est masqué. Parfois, la réalité reprend le dessus et une coupure d'électricité ou une connexion Internet instable vient perturber le déroulement de la pièce. Qu'à cela ne tienne, cela permet aux spectateurs de s'évader et de penser à leur vie d'avant.
Les événements sont arrivés par surprise en Syrie. Avant, nous étions jeunes, nous passions notre temps à sortir. Chaque jeune homme avait une vie amoureuse. Pas un seul jeune homme n'était pas amoureux. Ensuite, la révolution a tout cassé. Nous avons quitté tout ça et nous avons choisi de nous engager pour libérer notre pays. Si Roméo et Juliette est un classique maintes fois adapté, rarement les circonstances de son interprétation auront été aussi poignantes. Le théâtre en forme de catharsis, mais aussi une belle manière de rappeler au monde qu'en Syrie, 400 000 personnes sont prises au piège des combats. Une tragédie cette fois-ci bien réelle. Voilà, Sandy Fortis, vous avez rejoint sur le plateau. On va parler avec vous dans quelques secondes de la révolution dans la mode, puisque les mannequins transgenres font à présent les couvertures des magazines. Mais avant ça, on va regarder ensemble le highlight. L'une des plasticiennes les plus importantes de la seconde moitié du XXe siècle. Si Louise Bourgeois est née en France, elle a passé la majorité de sa vie à New York où elle s'est installée en 1938. Parmi ses œuvres symbolisant sa carrière, ces gigantesques araignées appelées mamans, des sculptures monumentales que l'on retrouve devant le musée Guggenheim de Bilbao, au Tate Modern de Londres ou encore devant le musée d'art d'Ottawa. Et cette année, l'un de ces moulages a été installé au Moderna Museet, le musée d'art moderne de Stockholm. Le Moderna Museet qui dédie à la célèbre plasticienne une large rétrospective. I have been to hell and back. J'ai été en enfer et j'y suis revenu revient aussi sur les grands thèmes qui ont forgé la carrière de Louise Bourgeois. Le phallus, symbole du père, la mère, l'érotisme, l'amour et le féminisme. Et pour les enfants, la fameuse araignée a laissé ses petits dans tout le musée. L'expo se transforme donc en véritable chasse au trésor. Allez, on parle mode maintenant. Sandy Fortis, la nouvelle édition de Vogue a choisi un mannequin transgenre pour sa couverture et c'est de ça que vous venez nous parler aujourd'hui. Exactement, il s'agit d'Andrea Pejic, anciennement André Pejic, mannequin androgyne depuis plusieurs années. On l'a notamment remarqué lorsqu'elle a défilé en 2011 pour Jean Paul Gaultier, la collection haute couture. Donc André est devenu l'année dernière Andrea suite à une opération chirurgicale. Aujourd'hui, Vogue lui consacre un article de 4 pages et avec sa photo en couverture, une première pour ce magazine de renommée mondiale. Alors le top de 23 ans a repris le chemin des podiums en février dernier lors de la Fashion Week de Londres. C'était son premier défilé depuis son changement de sexe. Une transformation qui aurait pu lui coûter cher lorsqu'elle a décidé de finaliser sa transformation sexuelle. Nombreuses personnes lui ont dit qu'elle risquait sa carrière, les mannequins androgynes étant plus rares que les mannequins, les top modèles féminins. Donc comme ils sont plus rares, ils ont aussi une spécificité particulière. Et donc en devenant un top modèle féminin, elle pourrait perdre ses contrats si précieux et si particuliers et ne pas en décrocher en tant que femme. Mais apparemment, cette décision ne lui a pas porté préjudice puisqu'elle a commencé par la Fashion Week de Londres. La Vogue lui consacre sa une et on vient de l'apprendre il y a très peu de temps. C'est le magazine Dazed qui l'a annoncé. Andrea Pejic sera également le nouveau visage de la marque de cosmétiques Make Up For-Ever. Elle n'a donc pas à s'en faire pour sa carrière. Elle est très belle. C'est une première fois qu'une marque de produits en fait, prend un mannequin transgenre pour ça. Presque. En fait, c'est la marque Redken qui a innové dans le domaine en choisissant Léa T, une mannequin transsexuelle brésilienne, ancienne star du football dans son pays, comme égérie pour ses produits de beauté capillaire. On trouve d'ailleurs plusieurs similitudes entre les deux tops, le top brésilien et Andrea Pejic. Elle aussi, Léa T a posé pour Vogue, même si elle n'en a pas fait la couverture. Elle a par contre fait, comme on le voit, la couverture du magazine Grazia, dans lequel elle s'est confiée. Elle a raconté notamment son opération en Thaïlande et surtout tout ce que ça a changé pour elle. Et l'expérience d'Andrea Pejic aussi, on peut la retrouver, enfin, la partager Elle aussi, elle a voulu la partager, effectivement. Elle a choisi d'assumer complètement sa transformation sexuelle. Elle n'a pas voulu le cacher, ni en avoir honte. Et pour raconter son expérience, elle a choisi de tourner un documentaire on la voit notamment dans la salle, dans sa chambre d'hôpital, avant, après, dans sa chambre d'hôtel. Et pour pouvoir financer ce documentaire, elle a lancé une campagne sur Kickstarter
Kickstarter, le site de financement participatif, le crowdfunding. Elle demandait 40 000 $, elle en a reçu plus de 60 000. Et donc le projet est en cours, j'espère qu'on le verra incessamment sur nos écrans. Donc là, on a parlé de Léa T, de Andreja, c'est ça? Ça s'écrit Andreja, elle est d'origine bosniaque, mais c'est Andrea. Andrea, donc c'est un phénomène qui va se répandre. Exactement, ce ne sont pas du tout les seuls. Les mannequins transgenres sont de plus en plus présents dans le milieu de la mode. Conchita Wurst, qui a remporté l'Eurovision, a notamment posé pour Karl Lagerfeld. Mais qui est opérée ou qu'on peut considérer... il y a une différence. Il y a les transgenres, il y a les androgynes, il y a les transgenres, il y a les transsexuels. Après, c'est différent en fonction, ça dépend de leur étape de transformation. On a aussi vu Kazé Legler, qui, elle, est la première femme à avoir signé un contrat en tant que top modèle homme. Et on a donc la révolution dans le monde de la mode qui évolue. Merci beaucoup. De plus en plus divers. Sandy Fortis. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Bon retour sur la planète Terre.